toutes et tous dans ce nouveau 1140 qui est le rendez-vous mensuel de Maria. Alors Maria, c'est qui? Donc, moi, je travaille chez Maria, je m'appelle Mathilde. Et Maria, c'est le campus qui forme les collaborateurs aux métiers et aux compétences pour les entreprises de demain, pour une entreprise plus responsable, plus écologique, plus ouverte, plus innovante. Dans ce cadre-là, on a un postulat très fort qui est celui qu'aujourd'hui, pour pouvoir être libre dans l'entreprise, il faut toujours continuer à se former, toujours continuer à apprendre, toujours continuer à apprendre à apprendre. Et en tant que collaborateur d'une entreprise, on va avoir à interagir avec d'autres. Et d'où l'idée de ce rendez-vous des 11h40, c'est-à-dire que tous les premiers jeudis du mois, donc là on est le 1er décembre, on ne pouvait pas faire plus premier jeudi du mois, on se pose une question d'ordre managérial, une question liée aux ressources humaines, sur comment on interagit avec les autres dans l'entreprise. Aujourd'hui, on est avec toi, Ariane, sur un thème qui est hyper actuel et qui, je pense, est le quotidien de beaucoup de gens en ce moment, qui est celui de l'entretien annuel et de la gestion des émotions. Alors, on y reviendra, mais le terme gestion des émotions, je pense qu'on l'a mis pour qu'il parle à le plus de gens possible. Mais on verra avec toi, Ariane, que parler de gestion des émotions, c'est un peu, c'est peut-être un peu une torsion du langage. Tout à fait. Et en fait, voilà, donc on a voulu faire ce thème parce que c'est super actuel, mais en fait, parler des émotions en entreprise, c'est juste primordial aujourd'hui. Le dernier webinaire qu'on a fait chez Maria, on a beaucoup parlé de courage managérial, et je pense que c'est aussi très lié à la notion d'émotion dans l'entreprise, de comment, en fait, être dans une entreprise, ça génère des émotions et il faut se pencher dessus et surtout pas dire que on laisse sa joie, sa colère, son sentiment de justice ou d'injustice à la porte de l'entreprise. Tout à fait. Pour commencer, Ariane, tu peux peut-être te présenter parce que tu as un parcours super intéressant. Aujourd'hui, tu es thérapeute, mais tu as fait 1000 choses avant. Donc, je t'en prie. Ok, ok. Merci beaucoup Mathilde et ravie d'être avec vous tous pour ce webinaire chez Maria. Déjà, je suis très cliente de l'approche Maria Schools. Je trouve que vraiment continuer à se former tout au long de sa vie, c'est vraiment une priorité aujourd'hui et donc je suis ravie de participer à ma façon à cette initiative. Euh, Quelques mots sur moi et sur pourquoi je suis aujourd'hui ici. Euh, alors, moi aujourd'hui, je suis thérapeute, mais c'est vrai que je viens d'un monde beaucoup plus cartésien à la base. J'ai passé les 10 premières années de ma vie professionnelle dans le droit, après des études de droit assez longues également. Et donc, je viens d'un monde qui était initialement assez réfractaire aux émotions. Euh, donc, mais en dehors du contexte, il y a le contexte et il y a aussi comment soi-même on sait gérer ses émotions, on en a conscience, on sait de quoi il s'agit. Et ce qui m'a poussé moi à m'orienter sur les émotions, à une formation de thérapie sur les émotions, c'est le fait que j'ai constaté que dans mon quotidien professionnel, peu importe l'intensité de ce que je vivais, peu importe les émotions qui me traversaient, peu importe l'impact que ça pouvait avoir sur mon quotidien professionnel, ben, j'avais rarement les mots pour exprimer. Ouais. Donc, résultat, je ne disais pas grand-chose. Donc, ce n'est pas idéal pour faire avancer la situation. Donc, je me suis rendu compte de ça. Et puis du coup, j'ai commencé à faire un peu mon enquête, comment est-ce que je pourrais me former sur la question. Et c'est là que j'ai découvert donc la méthode AEMD et que j'ai décidé de me former pendant environ 2 ans et demi. J'ai choisi une approche avec un angle thérapeutique parce que je me suis dit, OK, qui peut le plus, peut le moins. Finalement, si on apprend à gérer des émotions sur des problématiques privées qui peuvent être par ailleurs compliquées, on aura aussi plus d'aisance pour les aborder dans le monde professionnel parce que je Ouais. suis complètement d'accord avec toi sur le fait qu'aujourd'hui, la distinction pro-privé, elle est plus vraiment d'actualité. Donc voilà. Euh,
je vais en dire un tout petit peu plus sur la méthode AEMD. Ouais. Méthode AEMD, c'est alors la spécificité de cette méthode, donc c'est qu'elle travaille vraiment en direct sur l'émotion et que c'est un acronyme qui signifie analyse émo-comportementale méthode d'Eman. Donc, elle emprunte je dirais beaucoup de matière aux thérapies centrées sur l'émotion et au TCC, thérapie cognitive et comportementale. Ok. Donc voilà, donc ça c'est vraiment la base de cette méthode. Et ensuite, on a construit pendant 2 ans toute une transposition de cette méthode pour le monde professionnel afin de dire les choses d'une manière qui soit, je dirais, plus adaptée au monde professionnel et de développer des méthodes qui sont adaptées au monde professionnel. Donc ça a été le projet AEMD at Work Mhm. dans lequel j'ai participé pendant environ 3 ans avant de prendre mon envol et être indépendante aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est un peu le contexte. Euh, Pourquoi l'émotion c'est important? Parce qu'on part du principe que l'émotion ça ne ment pas. En fait, c'est une Ouais. expression directe. Donc, si on travaille sur l'émotion, on aura des informations plus fiables sur la personne, sur sa façon de fonctionner, et on accédera plus directement, je dirais, à une sorte de alors c'est pour mettre des grands mots, une sorte de vérité, mais une vérité de la personne qui nous permettra d'avancer plus rapidement. Voilà. Ok. Et peut-être Donc, aussi, autre petite précision pour qu'on comprenne bien comment tu travailles, parce que je pense que c'est peut-être pas forcément très clair pour tout le monde. ouais. Toi, du coup, tu viens intervenir dans les entreprises. Est-ce que tu travailles plutôt en groupe plutôt qu'avec des gens en one-to-one? Ben, alors, c'est une très bonne question parce que c'est vrai que le mot thérapeute, c'est un peu potentiellement tout et n'importe quoi. Alors déjà, je travaille que avec la parole. Mhm. Voilà, il n'y a pas d'approche par le corps. C'est vraiment, quand je fais des accompagnements one-to-one, c'est vraiment un accompagnement type coaching, en fait. Ouais. Voilà. Et j'interviens aussi en entreprise pour ce qu'on appelle des cultures programmes. Par exemple, designer des programmes qui mettent l'émotion au centre et qui cherchent à créer une culture d'entreprise qui puisse mettre l'émotion au centre. D'accord. Et dans ce cas-là, c'est vrai qu'il y a toute une partie animation de workshop en entreprise pour en fait valider des émotions qui auraient été mises au centre par une entreprise avec les salariés et les collaborateurs et dire, OK, est-ce que nos ambitions pour, je dirais, les grandes émotions emblématiques de cette entreprise correspondent à une réalité. Donc, il y a ce type de choses. Par ailleurs, je fais aussi des workshops à la santé mentale dans des entreprises. Donc voilà. Et aussi des assessments pour des cofondateurs Mhm. dans le cadre de recrutement, voir vraiment s'il y a un fit au niveau de la personnalité. Donc, ce type de choses. Ok, trop Voilà. bien, c'est très clair. Super. Alors, on va donc venir au sujet vraiment propre de notre discussion. Tu en as déjà un peu parlé, mais la question, c'est d'abord, on le disait en intro, on nous a beaucoup dit, enfin, même moi, je l'ai entendu aussi quand j'étais en stage, une période de ma vie où j'étais un peu plus émotive en entreprise, et on m'a dit, non, non, mais les émotions, tu les laisses à la porte de l'entreprise. Voilà, au bureau, on est pro. On est pas poker face, mais bon, il faut être, voilà, il faut être pro, il faut pas introduire les émotions dans l'entreprise. Toi, à l'inverse, tu dis qu'il faut les dédramatiser et les accueillir en entreprise parce que c'est quelque chose qui ne ment pas. Est-ce que peut-être tu peux euh, Ouais. nous expliquer comment, pourquoi ça ment pas, et aussi, on va peut-être préciser que on parle de dire, voilà, ça permet de trouver une forme de vérité sur la personne, on met des grands guillemets. L'idée, c'est pas non plus d'être manichéen et de dire, bah, les émotions vont permettre de manipuler les gens. Là, on est Non. sur comment l'empathie en entreprise, en fait, va permettre de se comprendre. Oui, tout à fait. Déjà, je reviens sur ta remarque sur laisser les émotions à la porte de l'entreprise. En fait, si on n'amène pas nos émotions avec nous-mêmes dans l'entreprise, je me demande ce qu'on amène, en fait. Enfin, Ouais. c'est vraiment, c'est comme dire, je laisse une partie de ma personne à la porte en rentrant. Je pense qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte que c'était illusoire. Alors, la question, c'est oui, est-ce que on peut finalement
être plus dans une gestion, ne pas subir ses émotions dans l'entreprise, apprendre à vivre avec les autres. Donc, ça impose nécessairement une régulation émotionnelle. Ça peut être, oui. En revanche, laisser ses émotions à la porte, surtout, et les cantonner au champ privé, surtout dans une période de Covid où, en fait, parfois, on travaille chez nous. Et donc, le mix entre privé et pro est complètement chamboulé. Je pense que c'est illusoire. Donc, en fait, les émotions, c'est une réalité. Je pense Mm. que c'est pas quelque chose sur lequel on peut revenir et c'est une réalité en entreprise. Donc, voilà. Ok. Euh, alors, sur pourquoi est-ce que c'est important? Déjà, pourquoi est-ce qu'on voudrait se priver d'une source d'information telle que l'émotion et ce qu'elles nous disent? Aujourd'hui, on est les entreprises sont beaucoup dans une problématique de avoir engagé leurs salariés, de retenir leurs talents. Enfin, l'engagement, ça a des vecteurs enfin, émotionnels avant tout. Ça prend racine finalement dans, je dirais, le plaisir de travailler, on peut dire, Mm. sur l'envie d'agir, sur la légitimité d'être là, sur, enfin, c'est les vecteurs de quelqu'un qui est engagé sont avant tout émotionnels. Donc, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas interroger directement les émotions pour en déduire finalement quelles sont les choses qui vont permettre d'avoir des salariés plus engagés. Mm. Sur l'émotion ne ment pas, en fait, ce que je veux dire, c'est que parfois, on va avoir des réactions émotionnelles qui vont être claires et qu'on va essayer de post-rationaliser par des pensées, de développer différemment, ou alors on va toujours dire je pense qu'il faudrait faire ça. Faire revenir les gens au ressenti, pour moi, je pense que ça permet finalement d'avoir une conversation plus nette, plus, plus axée sur le vrai sujet. Voilà. D'accord. Ok. Et notamment, par exemple, dans l'entretien annuel, et ce qui est un peu le sujet aujourd'hui, euh, c'est l'occasion de faire le point sur ce qui s'est passé sur une année et notamment sur ce qui s'est passé pour une année émotionnellement. Mm. Ce que je veux dire, c'est que, par exemple, si on parle de salaire, ok, c'est une Ouais. question typique sur l'entretien annuel que certains abordent, certains n'abordent surtout pas. Mm. Voilà. Si une personne peut vous dire d'une façon très rationnelle, je pense que je devrais être augmentée. Ok, pourquoi pas, hein. Enfin, moi, je pense que c'est légitime. Mais en fait, qu'est-ce qui se cache derrière cette demande d'augmentation de salaire? Est-ce que c'est une question de reconnaissance? Est-ce que, en dehors des questions d'argent qui bien sûr sont toujours là, hein, enfin, mais est-ce que c'est une question de reconnaissance? Est-ce que c'est un besoin de sentiment d'appartenance? Est-ce que c'est une sécurité, un sentiment de sécurité qu'on cherche sur le fait que l'entreprise va bien et qu'elle peut nous augmenter? En fait, il y a tous ces sujets qui vont venir se calquer, qui ont en rapport avec nos émotions, sur une simple phrase, je veux un salaire plus grand. Mm. Donc je trouve que c'est utile de pouvoir creuser les sous-jacents émotionnels d'une requête, par exemple. Là, j'ai pris le salaire parce que c'est un exemple assez parlant, mais donc voilà, c'est pour ça que je dis que ça permet d'avoir des conversations plus en vérité. Voilà. Ok, ouais, ouais, carrément. C'est vrai qu'en fait, une simple demande peut cacher plein de choses hyper variées qu'il faut pouvoir décrypter. Alors, je prends les questions au fur et à Et- mesure. Il y a Cécile, bonjour Cécile, qui nous dit: Hello Ariane et Mathilde, à l'inverse, comment accompagner une personne dans son équipe qui est trop émotive? C'est-à-dire Mm, peu de prise de recul, les larmes qui montent rapidement, mm. pour faire preuve d'empathie tout en gardant une posture de manager. Merci. Ben, tu vois, je disais, moi au Ouais. début en stage, j'avais un peu de mal, j'étais complètement dans ça. Voilà, les Mm. larmes qui montent, pas de prise de recul. Et c'est effectivement, c'est compliqué à gérer au FECI. Ben, en fait, c'est vrai. Et puis, donc, dans ma façon de travailler, il y a les gens qui ont énormément de mal à rentrer dans l'émotion et il y a des gens qui sont de fait dans l'émotion et qui ont du mal à basculer vers le rationnel. Donc, on peut utiliser des outils, encore une fois, sur les personnes qui n'arrivent pas à sortir de leurs émotions, les interroger sur ce qu'ils pensent, les basculer dans l'autre sens et accueillir, bien évidemment, ce qu'ils ressentent, mais essayer de les basculer sur un registre plus rationnel afin de pouvoir avoir une conversation qui leur fait du bien et ne pas les laisser bloquer dans leurs émotions. Euh, sur l'empathie, c'est intéressant, la question sur l'empathie, parce que l'empathie,
c'est quelque chose de très puissant pour nouer des connexions, notamment avec son équipe, notamment quand on a un rôle de manager, pouvoir euh, entrer en connexion avec son équipe via l'empathie, parce que l'empathie, finalement, c'est ressentir ce que l'autre ressent. Voilà. Donc c'est assez, je dirais, c'est assez puissant. Et en fait, je dirais que si on est en empathie totale avec une personne qui est en débordement émotionnel, c'est difficile aussi de l'aider. Donc, il y a une question de gérer son empathie pour ne pas basculer complètement avec la personne dans ses émotions. Ouais. Voilà. Donc, il y a ce que les anglo-saxons appellent très bien un exercice de hold the space, en Ok. fait. Donc, créer un environnement où on peut s'exprimer, mais néanmoins tenir la main finalement en utilisant son empathie pour finalement sortir de la personne de cet état. Et voilà. Ok. Est-ce que ça répond à la question Alors, moi, je trouve que ça répond à la question. J'aurais peut-être juste besoin, moi, personnellement, d'une petite précision. Tu disais, Oui. pour celles, toujours sur la question de Cécile, pour celles et ceux qui sont trop dans l'émotion, refaire basculer à l'inverse en leur demandant ce qu'ils ou elles pensent de la discussion. Est-ce que tu as des idées? Bon, évidemment, c'est Oui. pas des phrases toutes faites, etc., mais Ouais. peut-être des exemples de Ouais. types de phrases qu'on peut dire, de types d'orientation. Ben, j'ai un exemple, enfin, en fait, je vais donner un peu un panel de petits tips. C'est Mhm. par exemple si on a des personnes qui arrivent et qui ont extrêmement peur. On constate qu'il y a beaucoup de peur irrationnelle ou peut-être fondée, mais que en tout cas, il y a un sujet de peur et que ça vient paralyser en quelque sorte la personne ou alors ça prend toute la place. Ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'une émotion n'arrive jamais seule. Donc, par exemple, la peur, ça va souvent être le corollaire d'une envie ou d'un désir. Donc, par exemple, si vous voyez une personne qui arrive et qui a extrêmement peur de rater un projet et que ça la met vraiment dans tous ses états, peut-être pour la faire basculer du côté rationnel, le faire appel à son envie de finalement, potentiellement, l'interroger sur quelle est l'envie derrière cette peur. Mhm. Donc, par exemple, une personne qui doit présenter un projet qui n'arrive pas à prendre du recul sur ça, qui a peur de se lancer, euh, la questionner sur, en fait, qu'est-ce que ça représente pour elle, pourquoi est-ce que finalement la peur n'est pas liée à une grande envie de mener à bien ce projet et permettre finalement de donner un aspect un peu plus positif. Par ailleurs, il y a aussi la même dynamique avec la culpabilité et le plaisir. Si on Mhm. arrive avec une personne qui est extrêmement culpabilisée parce que, par exemple, je dis pendant un entretien annuel, elle a l'impression de ne pas avoir assez travaillé, de ne pas avoir été assez à la hauteur, je ne sais pas, prenons l'exemple, par exemple, de quelqu'un qui a été en congé maternité, qui a l'impression que j'ai pas été là, donc j'ai pas travaillé, donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc voilà. En fait, recentrer le débat sur, OK, mais qu'est-ce que toi te ferait plaisir de faire maintenant? C'est remettre du plaisir pour enlever la culpabilité. On peut avoir la Mhm. même chose avec la honte et la fierté. Donc c'est comprendre que les émotions marchent ensemble et qu'on peut se servir de certaines émotions pour venir en atténuer d'autres qui ont pris trop de place, en fait. Mhm. Donc ça, par exemple, ça peut être un moyen. Ok. Euh, et, et, euh, et sur, euh, et sur les phrases, comme tu mentionnais, le, la chose toute simple pour une personne qui a du mal à rentrer dans l'émotion, à parler du vrai sujet, de l'interroger, de lui dire mais qu'est-ce que tu ressens? Et par ailleurs, la chose assez simple d'une personne qui est vraiment dans l'émotion et de lui demander qu'est-ce que tu penses, Mhm. déjà, ça a un effet en termes de tonalité. Ça Ouais. paraît anodin, mais ça a déjà un effet en termes de ce qu'on va donner comme énergie à la personne en face. Oui, parce que j'imagine que ça donne aussi une légitimité au fait d'exprimer sa pensée en termes de... Exactement, Ok, exactement. ok. Euh, je vois qu'il y a des questions. Oui, il y a Cécile qui est en train de poser une question. Nous attendons ta question, Cécile. Et Laetitia, il y aura un replay, un digest pour les participants. Donc voilà, il y aura des notes qui seront envoyées. En attendant la question de Cécile, et on l'a déjà un petit peu abordé,
ce qu'on voulait redire ensemble, enfin surtout toi, parce que c'est toi Mm, l'experte et c'est toi qui as toutes les clés sur ce sujet, mais pourquoi c'est important de laisser une place aux émotions pendant l'entretien annuel? Alors, on l'a déjà pas mal abordé. Je pense mm, qu'il y a peut-être quelque chose qu'on a un peu fait aussi, qu'on a un peu dessiné en creux, après avoir rappelé l'importance de ce sujet. Ce qu'on a moins dessiné, c'est le panel en fait d'émotions qui peut y avoir pendant un entretien annuel. Quand on a mm, préparé cette discussion ensemble, euh, mm, moi, tu m'en as cité des exemples que mm. j'aurais pas envisagé si tu me les avais pas Oui, cités. tout à fait. Mais en fait, c'est aussi lié à la méthode avec laquelle je pratique. En fait, on part du principe assez simple de l'étymologie du mot émotion, qui signifie mettre en mouvement. Ouais, Donc, on va partir du principe que l'émotion est un mouvement intérieur. Donc, tout ce qui est mouvement intérieur va être considéré comme une émotion. C'est-à-dire que tout ce qui nous met en mouvement. Donc, des choses qui vont être considérées comme en dehors du champ des émotions traditionnellement, on va les considérer ici comme des émotions. Par ouais. exemple, l'ambition va être considérée comme une émotion. L'ambition, quand on la sent, il y a un mouvement intérieur. Il y a une énergie qui est propre à l'ambition. Pareil, l'injustice. On se dit, bah, l'émotion, l'injustice, c'est pas une émotion, mais quand vous sentez une injustice, vous vous sentez victime d'une injustice, vous le sentez dans votre corps, physiquement. Mm, Il y a un mouvement intérieur. Il y a ça, par exemple, l'impuissance. C'est aussi une émotion et c'est assez utile de pouvoir se rendre compte, notamment dans l'entreprise, parce que ça permet de mettre ses efforts là où on peut avoir un impact et pas là où on est complètement impuissant des décisions. Par exemple, je vous prends des exemples, s'il y a un remaniement interne, donc il y a une période de flottement, les personnes finalement sont peut arriver que des gens soient un peu désœuvrés parce qu'on ne sait pas exactement dans quel poste qui va se passer. Ben, on peut dire qu'il y a des situations dans lesquelles on va être impuissant par rapport à notre situation. Et au lieu d'avoir ensuite tout un tas d'émotions qui se greffent sur ça, comme de la honte, de la légitimité, de la peur, de ce qui va devenir, bon, si on accepte son impuissance, c'est très désagréable à mm. vivre, mais on nous dit qu'on peut se concentrer aussi sur d'autres choses sur lesquelles on a potentiellement plus de prise. Voilà. Mais un panel, enfin, si je te redonnais un peu une liste, il y a l'empathie, c'est également une émotion. Ok. Et la complicité, c'est également une émotion, ça a à voir avec le lien. Euh, la reconnaissance, c'est également une émotion, ou le manque de reconnaissance, enfin, tu vois, Mm. ça va avec. On peut avoir aussi, il peut avoir aussi d'autres choses telles que, enfin, qui parlent plus ou moins selon les personnes, mais par exemple l'harmonie, le sentiment d'être en harmonie avec son environnement, ça peut Ouais. être aussi une émotion à laquelle on ne pense pas. Euh, Est-ce que ça répond à peu près à ta question? Enfin, en fait, en- si on part du principe que vraiment tout ce qui crée un mouvement intérieur est une émotion, la liste peut être très très large, mais moi je travaille comme ça parce que ça permet d'avoir une acception beaucoup plus fine de, Mm. du monde émotionnel en fait. Et je pense que le fait de rappeler que la définition, c'est tout ce qui crée le mouvement, ça ouvre un champ des possibles d'analyse qui est génial. Et aussi, on sort du côté un peu péjoratif, toujours associé à l'émotion en entreprise. Euh, Oui, alors, il y a deux questions qui sont arrivées. Une question de Zoé. oui. Le fait d'avoir une fréquence plus fréquente est recommandé pour diminuer l'effet émotion de l'entretien annuel. Est-ce que si on fait plus de Mm. petits entretiens au fur et à mesure, bah, du coup, il y a moins de gros blocages qui peut prendre à la gorge Je pense que oui. Et quelque part, en fait, l'émotion, c'est un muscle aussi. Hmm. Donc, plus on s'habitue à le travailler, plus c'est facile. Plus on s'habitue à exprimer en fait des choses qui sont en trait à notre progression, notre place, ce qu'on voudrait, ou alors le feedback positif, négatif, tout ce qui peut nous mettre en mouvement émotionnellement. Plus on s'habitue à avoir vraiment des conversations comme ça, plus ça devient facile. Ouais. Et donc moi, je pense que ça peut être bénéfique d'avoir ces conversations plus ou moins deux fois, ouais, un peu plus souvent. Et ça aide à dédramatiser en fait, ça aide à dédramatiser Hmm. l'enjeu d'entretien annuel où finalement toute une année
doit se jouer doit être résumé ou doit être exprimé quelque part dans cet entretien. Ouais, et je pense que ça rejoint aussi ce que tu disais au début de notre conversation sur le fait que en fait, les émotions en entreprise, c'est pas mal un enjeu de fidélisation et de rétention des talents. Ça Oui, crée tout un climat qui est sécurisant. Et je pense que voilà, la question de Zoé, le fait de faire des entretiens plus fréquents, ça, pareil, c'est plein d'outils de rétention et de fidélisation des talents. Euh, ouais, exactement. Bah, en fait, c'est ce qu'il faut. Le but, c'est de ne pas passer à côté de son entretien annuel, en fait. ouais, Moi, ça m'arrive d'accompagner des gens qui me disent, en fait, j'ai une équipe, je pensais que ça se passait bien, on a eu nos entretiens annuels, 2 semaines après, j'ai eu une démission et je n'ai pas vu venir. ah ouais, Enfin, pendant mon entretien annuel, on ne m'a rien dit. Et puis, inversement, j'ai aussi des personnes qui me disent, bah, OK, bah, j'ai mon entretien annuel. Je compte bien dire que je suis pas contente, mais je sais pas trop par où commencer. Donc voilà. Euh, et, et donc, c'est un exercice à part entière. Souvent, il y a des questions qui sont données, créées par l'entreprise pour préparer. Mais c'est très facile de se cacher derrière des revendications standards, type j'ai envie d'évoluer. Mm, Ok, mm. mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a une peur de l'ennui derrière? Est-ce que, il y a une peur de perdre en compétences? Est-ce qu'il y a une envie de progresser? Enfin, en fait, derrière ça, il peut y avoir des centaines de choses. Ouais, Donc, carrément. c'est tout ça qu'il faut aller décoder. Et c'est notamment assez utile de savoir pour un manager de le faire quand il est en entretien annuel avec une personne pour pouvoir avoir vraiment plus de visibilité, plus de lisibilité sur ce qui se passe dans ses équipes. Ouais, carrément. Je vois une autre question de Cécile qui est très Mm. liée à une des choses dont on a discuté ensemble aussi pour préparer notre discussion, cette interview et cette interview participative. Donc c'est trop bien, en fait, toutes nos questions se rejoignent. Nous, on s'était dit, on aurait un petit point sur comment on reconnaît, on comprend et on accueille ses émotions pendant un entretien annuel. Et je pense que Mm. c'est assez lié à la question de Cécile qui dit j'organise un atelier entre 3 personnes de mon équipe qui sont Mm. en crise, il y a une mauvaise entente. Ouais. J'essaie de les amener à crever l'abcès. Est-ce que tu as des conseils ou des exercices à donner pour les amener à exprimer leurs émotions et que ce soit constructif sans tourner au pugilat? D'accord. Euh, alors, je connais pas la situation, mais je sais que une personne avec qui je travaillais avait une situation comme ça. Alors, je sais pas si ça va être applicable, c'est assez osé, hein, on va dire, mais ça s'appelle la technique du bac à sable. Ça veut dire exprimer à l'autre euh, ce que vous pensez ou ce que vous pensez de la situation comme si vous aviez 5 ans. En fait, comme si, euh, comme si en fait vous étiez un enfant et que vous aviez une capacité d'expression limitée. En fait, quelle est votre revendication principale? Ça permet en fait de simplifier tout un, tout un, je dirais, de simplifier le débat. Alors, ça peut ne pas marcher à tous les coups, mais ça a déjà eu des résultats assez concluants. Voilà, il faudrait que j'en sache un peu plus sur la situation plutôt que de donner ça à l'aveugle. Mais c'est par exemple, ouais, ça peut être une technique. Après, Cécile, est-ce que tu as déjà rencontré ces personnes en one-to-one avant? Et est-ce que tu te lances dans une modération sans pouvoir te dire qu'est-ce qui va sortir, sans savoir avant ce qui s'est passé? Hmm. C'est hyper amusant cet exercice du bac à sable. C'est que tu t'exprimes ce que tu ressens de la situation avec des mots super simples parce que comme Comme ça si tu avais c'est 5 pas de ans, chichi, en quoi. fait. Ok, Comme si tu avais 5 ans. ok. Voilà. Et il faut se prêter au jeu. Et alors, ça dépend toujours un peu ce que c'est, hein. Enfin, donc, Oui. c'est pas quelque chose que. Mais là, je me dis, ça fait partie. Oui, tous les mois. Euh, L'idée, c'est de réussir à identifier le vrai sujet, le fond du sujet.
Hmm. et aussi de réaligner sur un potentiel axe commun. Euh, Eh oui, on voit que la situation de Cécile, c'est effectivement hyper lié à des réactions assez instinctives, en fait. ah, bah Qui est voilà, vexé parce que ses typiquement, collègues avouent des manquements, du coup il boude. C'est hyper. d'accord, ok. Donc, je dirais, peut-être que la technique du bac à sable pourrait être appropriée. C'est. Euh, oui, je comprends. Ouais, c'est une technique qui peut paraître effectivement peut-être osée, mais après c'est vrai que ça force au moins à Ouais, simplifier, non, à être c'est ça, en franc, fait, c'est est-ce que les personnes vont jouer le jeu? bien sûr. Euh, euh, Ouais, c'est toujours compliqué. Je pense que ce sur quoi on peut rebondir par rapport à la question de Cécile aussi, et pareil, on en avait discuté, et moi ça m'avait ouvert un champ des possibles assez fou, c'est que tu m'avais expliqué qu'il y a des émotions qui sont plutôt freins et des émotions qui sont ouais, plutôt motrices. ouais, Est-ce que tu pourrais nous faire pareil ouais. un petit topo là-dessus, d'autant que le temps passe super vite avec toi, Ok, Ariane, parce qu'il est déjà 12h11 et que nous ok, avons un timing respecté. C'est ce à quoi nous nous engageons dans ces webinaires, super, c'est que ok, c'est 35 minutes. ok, super. Oui, alors je vais partir sur ce sujet. Disons, il y a des émotions freins qui ont un impact plutôt négatif. Donc, pour certaines, c'est clair. Donc, par exemple, la honte. C'est une Mm. émotion très freinante. C'est une émotion qui a un rapport avec l'intime, qui est souvent entre moi et moi-même. L'image que j'ai de moi-même, ça touche à l'ego. Et ça conduit en général à un isolement. C'est-à-dire que les personnes vont se recroqueviller sur elles-mêmes, essayer d'être de moins en moins visibles. Alors, il y a des petites hontes aussi circonstancielles qu'on va avoir tendance à tourner en dérision, à faire une petite blague, mais il y a des hontes aussi qui sont plus profondes et qui peuvent être beaucoup plus enfermantes. Et le problème de la honte, si ça devient trop important, si ça perdure, c'est que c'est aussi une des émotions qu'on retrouve souvent à l'origine d'un burn-out, parce que Mm. justement, ça contribue à cet isolement et voilà, qui est juste une des choses qui mène au burn-out. La culpabilité aussi, c'est une émotion très, très empêchante. La sensation toujours d'avoir fait une faute, de devoir s'en excuser, de devoir se rattraper pour sa faute. Ouais. Et ce qui veut dire qu'on va pas nécessairement se centrer sur des vrais sujets, mais sur ce qu'on pense être le résultat de notre faute, en fait. Et là où c'est aussi empêchant, c'est comme je disais, c'est que ça empêche le plaisir, donc notamment le plaisir de travailler, le plaisir de Ouais. faire. Donc, ce qui peut à terme amener aussi à un épuisement professionnel. Enfin, si on travaille que sur de la culpabilité, on n'arrive pas à en percevoir finalement les bénéfices de ce qu'on fait. Voilà, donc il y a la culpabilité. L'empathie, c'est vraiment un double tranchant, c'est une super émotion, comme je disais, que c'est très puissant pour nouer des liens avec les autres. En revanche, si on absorbe toutes les émotions des autres sans pouvoir s'en préserver, ça peut être aussi dangereux pour ça. Si on devient une éponge, et dans ce cas-là, ça peut être aussi assez freinant parce que les peurs des autres deviennent mes peurs, Mhm. la culpabilité de l'autre devient ma culpabilité. Et s'il y a un manque de recul sur ce sujet, ça peut être aussi assez empêchant. Donc, il y a un bon dosage à trouver sur l'empathie. Et je dis ça parce qu'en fait, aujourd'hui, euh, il y a une apologie sans nuance de l'empathie, sans quoi je suis Ouais. d'accord que, bien sûr, on espère que les gens deviennent, enfin, que comment dire, que on va trouver des managers empathiques, on va pouvoir mettre de l'empathie dans l'entreprise et l'accepter, mais il y a tout un sujet sur la gestion de l'empathie. Alors, je disais la peur, alors la peur, pareil, c'est à double tranchant. La peur, on peut avoir une peur stimulante et une peur paralysante. Une peur stimulante, c'est celle qui va nous pousser aussi quand même à avancer, à nous dépasser. Il y a des gens pour qui la peur est en fait assez motrice. Le problème de la peur, c'est que ça fonctionne un peu comme un bloc et que si on a une petite peur sur laquelle viennent se greffer plusieurs autres petites peurs, bah, ça devient, je dirais, un espèce de bloc immuable qui nous alourdit et qui nous empêche justement d'avoir de la place pour du désir et de l'envie. Donc, fonctionner que sur la peur, à terme, c'est extrêmement péchant aussi. Donc, c'est une émotion qui peut être frein. Euh,
Une émotion motrice, bah, typiquement l'ambition, c'est une émotion motrice. Ouais, carrément. L'ambition, c'est une émotion motrice. Alors, bien sûr, toujours des bémols à apporter, c'est-à-dire qu'il faut que son ambition ne soit pas au détriment des autres. Voilà. Et en même temps, il faut laisser cours à son ambition, ne pas culpabiliser d'être ambitieux. Donc, voilà, je suis obligée de faire un peu des généralités, mais il y a toujours plein de bémols à apporter. La joie, c'est une émotion motrice. La complicité, c'est une émotion motrice. L'envie, c'est une émotion motrice. Le plaisir, c'est une émotion Ouais. motrice. La fierté, c'est une émotion très motrice. Même si, enfin, d'expérience, la fierté en entreprise, les gens arrivent de plus en plus à l'admettre, mais ça m'arrive justement de parler sur ce thème et les gens disent non, mais en fait, moi, je ne suis pas fière de travailler de mon entreprise, je ne suis pas fière de mon travail, je suis fière de mes enfants ou des autres. Il y a toujours un problème sur enfin, une difficulté à dire qu'on est fier de soi. Hein. C'est perçu, ça peut être perçu encore comme une arrogance ou un manque d'humilité. Et alors que c'est une émotion qui est assez, voilà, qui est assez motrice. Euh, je... Oui, en fait, il y en a des. Enfin, une fois qu'on a pris ta définition de ce qui met en mouvement, je pense que ce qui est important de rappeler peut-être, c'est qu'en fait, une émotion peut être à la fois frein et moteur, comme tu dis. C'est bon, Exactement. ça peut faire un peu généralité de le dire, mais en fait, en même temps, il faut questionner chaque Chaque penchant. personne. Et bien sûr, les émotions vont se manifester différemment pour chaque personne. Ouais, C'est-à-dire que chaque personne a sa propre cartographie émotionnelle, a les choses qui le mettent en mouvement et les choses qui sont empêchantes. C'est-à-dire que des choses qui vont être très peu empêchantes chez quelqu'un vont être très empêchantes chez quelqu'un d'autre, et des choses qui vont être très motrices pour quelqu'un vont pas être très motrices chez quelqu'un d'autre. ouais, bien C'est sûr. donc d'où la subtilité du sujet. Mais si on est attentif, on a des informations sur comment cela fonctionne pour la personne qu'on a en face de soi. Il faut regarder un peu les signaux faibles, il Ouais, faut regarder un peu le contexte verbal, les mots qui sont utilisés. Déjà, ça donne pas mal d'informations. ouais. Alors, il nous reste une dernière question. Mhm. J'avoue qu'on est un peu en retard, mais j'aimerais bien quand même qu'on prenne la question d'Émilie, et c'est la dernière, et merci pour toutes vos questions d'ailleurs. Euh, Parce que je pense qu'elle est super liée au thème et à cette envie de ressortir avec quelque chose de super pratique, où en gros on se dit si cet après-midi on a un entretien annuel, et ben, on va pouvoir appliquer tes conseils. Je pense que tes Ouais. conseils on peut les appliquer tout le temps, mais là vraiment on se dit voilà, à 15 heures j'ai un entretien annuel, et ben, comment gérer le fait de formuler des critiques ou des feedbacks négatifs sur le travail fait pendant l'année. Comment en fait on arrive à formuler une critique qui va générer une émotion chez quelqu'un sans le blesser. Et voilà, est-ce que tu as des petits tips sur cette Bah, question? Évidemment, encore une c'est pas fois, en 5 minutes normalement, hein, mais Encore une fois, ouais, ça dépend de la critique, mais partir du principe déjà pour soi que si on ne fait pas passer des messages qu'on doit faire passer, finalement, ça risque d'être compliqué dans tous les cas pour la personne après. Donc déjà, pour la personne qui a fait oui. à passer le message. Euh, une critique négative, peut-être commencer par demander à la personne ce qu'elle pense de son travail. Est-ce qu'elle a été satisfaite de son travail? Est-ce qu'elle a l'impression d'avoir bien travaillé? Voir si la personne déjà se remet en question, a une capacité de Mm. remise en question, a une idée de ce qui va se passer, et déjà peut-être qu'elle livrera elle-même certaines clés. C'est-à-dire qu'elle aura elle-même l'impression de ne pas avoir assez bien travaillé, de ne pas avoir, qu'il y a des choses qui se sont mal passées ou qu'il y a des choses. Voilà. Donc, il y aura peut-être déjà un effet de soulagement du fait qu'on lui pose directement la question. Pour ce qui est de la critique, enfin, si la personne n'y arrive pas par ses propres moyens et qu'il y a vraiment des messages à faire passer, euh, ça dépend encore quel type de message, mais ce qui va être important, c'est de dire ce qu'on a à dire et ensuite de réussir à manager les émotions qui viennent après. Si on voit que la personne bascule directement dans la peur,
C'est finalement essayer voilà, de chercher le désir qu'il y a derrière, finalement, ou de voir quelle est cette peur, l'écouter et voir, par exemple, si la personne tout à coup a peur de se faire virer, je ne sais pas, je dis par exemple, essayer éventuellement de calmer cette peur et dire qu'elle est sur une marge de progression, Mhm. lui expliquer que le feedback négatif, c'est aussi dans un but parce qu'on a envie de la garder dans l'entreprise et de la faire progresser. Donc, essayer de tempérer par ce type de sujet. Là, c'est hypothétique parce que je ne sais pas exactement la situation. Oui. Euh, Essayer aussi, pareil, de gérer la culpabilité, de voir si tout d'un coup la personne se dit oh, j'ai mal travaillé, donc j'ai mis en retard mon équipe, voir déjà est-ce qu'elle s'en rend compte, est-ce qu'elle prend la mesure de ce qui s'est passé, et si elle ne la culpabilité va jamais être une bonne réponse. Donc, en fait, essayer de voir pourquoi, essayer de trouver des explications, se questionner avec la personne. En fait, je Mhm. pense que si je devais revenir un peu, c'est questionner avec la personne sur pourquoi les choses se sont passées comme ça. Ouais, ouais. Voilà. Et il se peut que la personne n'ait rien à dire parce qu'elle a honte. Souvent, voilà, c'est l'effet honte, c'est que la personne, tout d'un coup, va se recroqueviller, va s'arrêter de parler. Et dans ce cas-là, c'est vrai qu'on va être un peu seul. Voilà. Et dans ce cas-là, justement, un bon moyen de débloquer la personne, c'est d'essayer de réinjecter de la fierté, de dire, OK, il y a ces choses qui sont pas mal passées, mais toi, qu'est-ce qui te rendrait fier? Quel projet te rendrait fier? Qu'est-ce que tu pourrais faire pour être fier de ton travail dans cette entreprise? Voilà, Mhm. c'est axer le sujet sur le pendant positif, si possible. Ouais. Ok. Et Voilà, encore une fois, c'est assez hypothétique, donc je reste assez vague, mais bien sûr. voilà. Est-ce que peut-être pour résumer de ce que je comprends, ce que tu dis, et puis après on devra déjà se quitter, mais est-ce que c'est dire, en fait, c'est analyser ce qui met en mouvement la personne à l'instant T de l'entretien, Oui, et peut-être se questionner avec elle oui, sur ce qui pourra être mis en mouvement, enfin, ce qui pourra la mettre en mouvement plus tard, quelle émotion on pourra exactement. euh, transformer, générer pour corriger en fait tout ça. Je parle beaucoup avec Clément parce que tout ça est une histoire de Oui, mouvement. exactement. Voilà, pour en fait donner une autre dynamique, mais sans pour autant ne pas avoir mentionné le problème. Oui, bien sûr. Bien sûr, oui, Voilà. il faut que le message soit passé. Bah, en fait, si on ne fait pas passer le message, il y aura un problème. C'est Bien aussi sûr. pour ça que l'entretien annuel est là. Après, voilà, il y a aussi une question de communication sur comment on passe les messages, mais je pense que interroger la personne et co-construire une solution avec elle, ça reste quand même quelque chose Hmm. de, qui nous permet de marcher à tâtons et de potentiellement exprimer des choses tout en restant dans une discussion. Ok. Ok. Ben, merci beaucoup, Ariane, pour tous ces conseils. Merci Merci à à tout le vous. monde pour toutes vos questions. C'était trop chouette de terminer l'année 2022 avec toi. Et du coup, bah, il me reste à vous souhaiter bah, des bons entretiens annuels. Toi, Ariane, voilà, une bonne journée et puis à bientôt, j'espère. Et Oui, à à bientôt très chez Maria. bientôt. Merci à tous d'avoir été là. Et, euh, et voilà. Merci beaucoup. À bientôt, Au Ariane. revoir. Bonne journée.